8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est le président et fondateur du groupe Alpha. Et fin connaisseur des syndicats, expert aussi reconnu des questions sociales. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Pierre Ferracci. Bonjour Sonia Mabrouk. À la une du Parisien ce matin, l'inflation d'abord. L'inflation qui plombe les courses des Français. Voilà des mois que les prix grimpent. Emmanuel Macron avait appelé un geste sur le diesel, mais plus largement, Pierre Ferracci, est-ce que les entreprises doivent ou peuvent faire encore plus d'efforts ? Il y a déjà beaucoup de tensions dans les entreprises sur la question des salaires. Il y a beaucoup de négociations qui ont été avancées d'ailleurs avant l'année 2023. Mais il va falloir sans doute faire un petit peu plus parce que l'inflation galope. Et l'inquiétude des Français se manifeste d'ailleurs en ce moment par une remontée du taux d'épargne. Donc sans doute par une baisse de la consommation un peu plus importante qu'on ne le croit. Donc oui, la question du partage de la valeur, même s'il y a un accord qui a été signé par les partenaires sociaux récemment, va être très présente dans les entreprises. Au risque de quoi ? Est-ce qu'il faut s'attendre à des conflits, à un contexte tendu dans les entreprises ? Des tensions, effectivement, des conflits localisés sans aucun doute, parce que la question du pouvoir d'achat, elle rejoint celle des retraites. C'est le pouvoir d'achat des actifs et de ceux qui ne travaillent plus qui est posé aujourd'hui dans la société française. Elle rejoint justement la question des retraites dans un contexte tendu. Au Salon de l'agriculture, le président de la République a parlé d'inquiétude. Pierre Ferracci, autour de ce projet, de l'inquiétude seulement ? Pas de la colère ? Non, il y a une colère forte et pas seulement une inquiétude. Et on voit bien dans les sondages que cette colère se confirme et que le mouvement du 7 mars, organisé par l'ensemble des organisations syndicales, va sans doute être très puissant, quoi qu'on en dise. Il n'y a pas de lassitude aujourd'hui sur la façon d'exprimer cette colère. Et puisqu'on fête le 10e anniversaire de la disparition de Stéphane Hessel, il faut rappeler qu'il disait que une colère n'est pas inutile si elle est entendue. Donc il faut qu'elle soit entendue. Et je pense que depuis le début de ce conflit sur les retraites, les syndicats ne l'ont pas été suffisamment. Vous qui connaissez très bien ce milieu, là, ce que vous dites, vos avertissements, et justement à ce micro, Pierre Ferracci, il y a quelques jours, Laurent Berger, leader de la CFDT, s'est inquiété d'un gouvernement qui voit la réforme des retraites et la contestation dans la rue comme une simple phase qui finira par passer, ne se doutant pas d'une éventuelle crise plus profonde. Pourquoi cette forme d'aveuglement ? Est-ce qu'elle est consubstantielle à tous les gouvernements ? Disons que le fait que le gouvernement n'ait pas une majorité absolue à l'Assemblée le contraint à aller chercher plutôt à droite. C'est un gouvernement de centre-droit aujourd'hui auquel on a affaire, plutôt à droite avec les Républicains un accord sur l'ensemble du quinquennat. Et le terrain des retraites était sans doute un terrain privilégié pour trouver cet accord, compte tenu des positions prises par les Républicains pendant la campagne présidentielle. Le seul problème, c'est qu'en allant chercher les Républicains, on oublie complètement les syndicats, qui sont pour une fois très unis et très déterminés. Et le spectacle qui a été donné à l'Assemblée ne va faire que renforcer leur colère. Je crois que c'est un spectacle lamentable, malheureusement, qui a même pas permis, pourtant les syndicats le demandaient, aussi bien la CGT que la CFDT et les 6 autres syndicats, qu'il y ait un vote sur l'article 7. Ce vote n'a pas pu intervenir. La réforme va peut-être passer au Parlement, mais la colère derrière sera très forte. Alors il y a 2 façons pour cette colère de s'exprimer. Soit sur le plan social, il peut y avoir des tensions qui vont au-delà du problème d'inflation qu'on a évoqué, soit en 2027 sur le terrain politique. Et là on voit bien à qui profite aujourd'hui cette situation. Quand on exacerbe un conflit et qu'on n'entend pas la colère exprimée par les syndicats, Marine Le Pen, on favorise le populisme et sans doute le populisme d'extrême droite. Mais qui est arrivé tranquillement finalement par une position raisonnable à l'Assemblée nationale. Qui favorise la respectabilité aujourd'hui du Rassemblement national ? Je crois malheureusement que le spectacle affligeant à l'Assemblée avec la position de NUPES, de la France Insoumise d'ailleurs, parce que les autres composantes de NUPES ont commencé à prendre leur distance, insuffisamment de mon point de vue, et puis même à l'intérieur de la France Insoumise, on voit bien qu'il y a quelques voix dissonantes qui commencent à s'exprimer, mais que Philippe Martinez et Laurent Berger fassent remarquer que ce spectacle désolant ne sert pas la lutte sociale qui est en cours, montre bien qu'on fait fausse route du côté d'une certaine gauche à l'Assemblée. Et oui, effectivement, ça donne beaucoup de respectabilité au Rassemblement national qui joue de façon très fine depuis quelques mois et dont il ne faut pas sous-estimer la présence sur le terrain électoral. Les ouvriers ont basculé majoritairement du côté du Rassemblement national depuis un moment, mais regardez les dernières élections, les employés, les enseignants même sont maintenant sensibles, minoritairement pour les enseignants, mais à certaines voix qui s'expriment à l'extrême droite. Et ça, je pense que c'est extrêmement inquiétant pour l'échéance de 2027. Paysage politique et paysage
paysage aussi syndical que vous connaissez parfaitement bien, Pierre Ferracci, et en particulier les deux têtes syndicales, Philippe Martinez et Laurent Berger, dont on dit d'ailleurs que l'un a rejoint l'autre dans la contestation, que Laurent Berger est allé sur les lignes de Philippe Martinez dans une forme, entre guillemets, bien sûr, de radicalité. Est-ce qu'il faut le voir ainsi, vraiment ? Non, je crois qu'on n'arrête pas de dire que Laurent Berger est prisonnier à la fois de certaines fractions radicales ou de son congrès. Bon, d'abord son congrès, je pense qu'il a manifesté beaucoup d'unité et de cohérence. La base de la CFDT est d'accord avec Laurent Berger est d'accord avec sa base. Et puis, dans le rapprochement entre les syndicats, il faut voir d'abord l'unanimité syndicale au lieu de se demander qui domine dans le paysage. Il se trouve que la CGT et la CFDT et les autres organisations syndicales sont aujourd'hui fermement décidées à faire échouer cette réforme, en tout cas telle qu'elle est présentée. Et moi je souligne que les syndicats ne nient pas qu'il y a un problème de déficit des retraites. C'est simplement la façon dont il est traité, avec le déport de l'âge légal, qu'ils contestent, et notamment le fait que cette réforme n'a même pas été préparée du côté des seniors, comme l'ont fait de façon très habile et très intelligente certains pays de l'Europe du Nord, où ils ont demandé aux partenaires sociaux pendant des années de travailler sur la pénibilité, sur la charge de travail des seniors. Ils ont essayé de donner envie, en tout cas dans certains métiers, pas dans tous, aux seniors de continuer à travailler. Dans certains métiers, il vaut mieux qu'ils s'arrêtent plus tôt. Dans d'autres, ils peuvent continuer à condition qu'on s'intéresse à leurs conditions de travail. On n'a pas fait ça du tout depuis quelques années. Le gouvernement qui a abandonné sa réforme systémique, le système à points, est passé brutalement à ce que demandait d'ailleurs à l'époque déjà Édouard Philippe, le Premier ministre, une réforme totalement paramétrique. Mais c'est important ce que vous nous dites, Pierre Ferracci, c'est-à-dire que sur des questions essentielles, l'emploi des seniors et la pénibilité, tout cela n'a pas été anticipé, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu comme un vrai débat de société à poser avant même de présenter le projet. Bien sûr, tout le monde se rappelle des propos du président de la République au printemps 2019, après la crise des Gilets jaunes, où lui-même disait que déporter l'âge légal, si on ne traite pas le travail des seniors, la question du travail revient en force, et d'ailleurs les syndicats l'apportent depuis quelque temps, c'était inutile et c'était même dangereux. Bon, on est revenu à une position beaucoup plus conservatrice et très paramétrique, et le travail des seniors n'a pas été traité. Je rajoute aussi que le problème de la France, c'est pas simplement le travail des seniors. Le taux d'emploi des jeunes est aussi beaucoup plus faible qu'en Allemagne, par exemple, ou dans d'autres pays. Et surtout, la question de la formation et de la gestion des compétences des seniors est encore très mal traitée, donc, même s'il y a eu quelques progrès. Ne pas avoir réfléchi à ces grandes questions est une erreur, et vous avez même employé le mot dangereux, et vous avez dit c'est maintenant une question paramétrique. Vous entendez ce qui est dit, d'ailleurs Gabriel Attal l'avait dit il y a quelques semaines, c'est la réforme ou la faillite? C'est stupide de dire c'est la réforme ou la faillite. Oui, c'est stupide. Ou c'est la réforme ou l'effondrement du système. Il y a un problème de déficit, il faut le traiter, mais il y a des solutions diverses et c'est dommage que le débat n'ait pas été ouvert là-dessus. D'ailleurs, si on voulait à la limite faire travailler plus, mais de façon plus équitable, on aurait mieux fait de jouer sur la durée des cotisations, comme d'ailleurs l'avait fait la réforme Touraine. Mais il y a d'autres solutions qui ont été abordées par certains. Le problème, c'est que le gouvernement a fermé toutes les portes. Par exemple, toutes les portes sur le terrain des cotisations. Il a fermé toutes les portes sur le terrain fiscal. Moi, je pense qu'il y avait besoin aussi d'une grande réforme fiscale. On nous dit qu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. Si on ne veut pas augmenter les impôts, si on ne veut pas augmenter les cotisations, si on bouche toutes les opportunités de traiter le sujet, on va dire c'est ma réforme ou c'est la faillite. Mais ça, c'est pas une façon de mener le débat. Je crois qu'on a en face de nous des syndicats responsables, une partie des économistes dont certains étaient très proches d'ailleurs d'Emmanuel Macron qui disent qu'il y a d'autres solutions, que la question des compétences n'est pas assez traitée, que la question des seniors ou du taux d'emploi des jeunes n'est pas assez traitée, que ça rapporterait des recettes supplémentaires. Donc il faut ouvrir le débat et entendre les syndicats. Et je pense que si derrière la journée du 7 mars, il n'y a pas d'une manière ou d'une autre, alors peut-être du côté du Sénat d'ailleurs, peut-être que le président Larcher pourrait prendre des initiatives là-dessus, mais surtout du côté du gouvernement, une façon de renouer le dialogue, et le vrai dialogue, et pas seulement une concertation qui n'est pas de la négociation avec les syndicats, on a quelques lendemains qui risquent d'être difficiles. On vous entend bien, vrai dialogue, parce que les ministres qui se succèdent à ce micro affirment que le dialogue est maintenu, qu'il a toujours eu lieu et qu'il y a eu de nombreuses réunions. Non, vous dites le vrai dialogue. Laurent Berger, Philippe Martinez, François Omril, Laurent Escure, Cyril Chabagnier, tout le monde dit la même chose, à savoir qu'il y a une concertation mais qu'ils n'ont pas été entendus. Peut-être que de temps en temps, quand les syndicats s'expriment de façon aussi unanime, il faut revenir sur ce qu'on a fait et corriger un petit peu le tir. On ne peut pas dire si on a concerté, sans que ça ne débouche sur rien. Il faut les entendre et remettre
peut-être la réforme sur la table et la négocier sérieusement. Attendez, c'est encore possible aujourd'hui de remettre la réforme sur la table sans se dédire, sans se renier pour Emmanuel Macron? Les Français ont le sentiment que c'est joué. Alors c'est paradoxal puisqu'ils soutiennent les syndicats assez majoritairement, mais ils ont l'impression que la réforme va passer au Parlement. Moi, j'attire l'attention du gouvernement. Elle peut passer au Parlement, mais encore une fois, la colère va s'exprimer autrement. Socialement ou politiquement. Attention à ne pas écouter une colère qui peut s'enquister. Je l'ai dit, Pierre Ferracci, expert des questions sociales, fin connaisseur des syndicats et père d'eux. Je ne vais pas faire de la généalogie ce matin, mais on se dit que vous avez quand même des relations dans la Macronie pour faire arriver directement vos messages, à commencer par votre fils, Marc Ferracci, député proche du président. Il est venu à ce micro défendre la réforme. Vous n'êtes pas d'accord sur les suites et les conséquences? Vous savez, les familles corses ont l'habitude de gérer le pluralisme des idées de façon intelligente. Donc, mon fils défend une position qui est celle du gouvernement et de la majorité présidentielle, enfin majorité relative en tout cas à l'Assemblée et inexistante au Sénat. Donc oui, on a des débats sur la meilleure façon de conduire les réformes. De temps en temps, on s'entend sur l'essentiel. L'essentiel pour moi est que quand il y a un débat démocratique, c'est le grand-père de Marc et donc mon père qui nous a enseigné ça. Il faut respecter ses adversaires, mais il faut parfois les combattre fermement quand on estime qu'ils se trompent. Donc le débat en famille est une chose, et puis après la position des uns et des autres qui s'expriment dans le débat public en est une autre. Alors il y a les adversaires et les partenaires. Le gouvernement veut donner, vous en avez parlé tout à l'heure, des gages, surtout aux Républicains. Encore hier, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, s'est dit ouvert aux propositions des LR au Sénat et en particulier sur la situation des femmes. Pierre Ferracci, est-ce qu'ils veulent une réforme juste ou est-ce qu'ils veulent surtout embarquer les Républicains dans leur projet? Je disais tout à l'heure qu'il y a deux raisons, une raison qui explique, il y en a même deux qui expliquent cette réforme paramétrique. La première, elle est politique, c'est d'embarquer les Républicains. La deuxième, d'ailleurs, le président avait commencé par raisonner de cette façon-là, et c'était peut-être plus juste. Il y aurait quand même eu des difficultés avec les syndicats, en disant on a un gros problème de financement, de dette publique, et il faut financer l'hôpital, l'éducation, la transition écologique qui va être extrêmement coûteuse. Donc ça appelait un rééquilibrage plus rapide du système des retraites. Mais il a abandonné cet argument après. Mais en tout cas, ces ministres l'ont abandonné, et quand Gabriel Attal ou Olivier Dussopt parle d'un équilibre du système des retraites en dramatisant un petit peu la situation de déficit, on oublie effectivement ces enjeux qui ont été renforcés par la crise du Covid. Je pense qu'il aurait mieux valu qu'ils restent sur cette position-là. La réforme aurait été plus intelligible aux yeux des Français, sans doute combattue quand même, mais plus intelligible. Là, elle n'a pas été bien préparée, je l'ai dit, notamment sur le terrain des seniors, et la communication, pour moi, a été relativement désastreuse du début à la fin. Alors, il y a quelques voix qui se font entendre dans la majorité, en revenant effectivement sur ces fondamentaux. On a un gros problème de dette publique, il faut le traiter, mais c'est pas en dramatisant l'enjeu du déficit des retraites qu'on le traitera, et c'est surtout pas en ne prenant pas les mesures dans les entreprises. Alors c'est vrai que le patronat a parfois été très conservateur. Mais j'allais vous demander, ils sont quand même plutôt en retrait d'ailleurs dans ce débat. Oui, et les critères de suppression d'emploi étaient souvent d'abord des critères d'âge, pendant des années et des années, et parfois financés par la puissance publique. Donc c'est un problème culturel profond qu'il va falloir traiter de façon active, mais ce problème-là n'ayant pas été traité pendant les années qui ont précédé, aujourd'hui on a une réforme paramétrique qui pousse brutalement les Français dans la rue, et je pense que le 7 mars, ils vont encore une fois s'exprimer fortement. Selon vous, et pour conclure, Pierre Ferracci, quel peut être maintenant le prochain grand débat à venir? Est-ce qu'on va tenir le débat sur le travail après la réforme des retraites? Vous savez, c'est le débat droit à la paresse versus valeur du travail. Les syndicats l'ont dit, c'est un débat qui aurait dû précéder le débat sur la réforme des retraites. Oui. La question du travail est une question essentielle, et je crois qu'on n'a pas mesuré. Parfois, il m'arrive d'être critique vis-à-vis de mes amis syndicalistes. Par exemple, la question des 35 heures. Quoi qu'on pense du temps libre, la mise en place des 35 heures de façon indifférenciée a amené les entreprises à relever très fortement la productivité et l'intensification du travail. Ça fait des dégâts dans les entreprises, et pas seulement chez les seniors, qu'on voit aujourd'hui. La France est peut-être en retrait sur la durée du travail, mais elle est malheureusement en pointe sur les accidents du travail, quand on la compare à ses voisins européens. Donc la question du travail doit être traitée. C'est dommage qu'elle n'ait pas été traitée avant, mais s'il y a des choses à rattraper, tenons-en compte quand on fait passer cette réforme des retraites qui reste très impopulaire aux yeux des Français. À bon entendeur ce matin. Merci Pierre Ferracci d'avoir été notre invité. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.